Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait, parfait. Je me présente, je m'appelle Loïc, je travaille à Théodo. Théodo, c'est une société de développement web. On développe des applications web pour tout type de clients, que ce soit des startups, des scale-up, des PME ou des grands groupes. Au sein de Théodo, je suis le directeur technique de notre équipe e-commerce et ça me permet de voir plein de clients différents. Donc j'ai pu en croiser une quarantaine et du coup autant d'architectures techniques différentes, des bonnes, des moins bonnes. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous partager mes apprentissages et notamment concernant un type d'architecture que j'affectionne particulièrement, les architectures composables. Mais avant de démarrer, je voulais vous partager une réflexion. La semaine dernière, je me suis fait une fracture. Bon, rien de grave, mais je me suis dit en préparant le talk qu'il y avait quand même pas mal de similitudes entre le corps humain et une architecture technique. Globalement, les deux sont un assemblage d'éléments qui permettent à l'ensemble de fonctionner correctement. Les deux reçoivent et traitent de la donnée. Les deux évoluent, c'est-à-dire ça grandit, puis ça vieillit. Au bout d'un moment, il y a de la dette technique. Les deux, il faut de l'entretien pour éviter que la situation se dégrade, que ce soit du sport pour le corps humain ou de la maintenance pour une architecture technique. Et parfois, ça casse. Et quand ça casse, du coup, les deux sont tellement complexes qu'il faut faire appel à des experts pour aller investiguer et trouver la cause des problèmes. Mais contrairement aux architectures techniques, le corps humain n'est pas composable. C'est-à-dire que je ne peux pas facilement aller récupérer un bras tout neuf et le brancher ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, avec le corps humain, il faut être patient, attendre, réparer. Et parfois, si c'est plus grave, on peut même rien faire. Alors qu'avec les architectures composables, on peut rendre nos architectures vraiment modulaires. On peut facilement interchanger ou ajouter de nouvelles briques à notre architecture. Et ça apporte une véritable agilité face aux aléas de la vie d'un projet. Donc, il y a une chose à retenir de ce talk, c'est que les architectures composables, c'est vraiment les meilleures architectures pour apporter de la résilience face aux adaptations futures. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, le terme architecture composable. À main levée dans la salle, qui avait déjà entendu parler de ce terme? Donc, une dizaine de personnes, donc sur à peu près une centaine de personnes, ça fait peu, mais ça ne m'étonne pas. Le terme est très très récent. Donc bravo à ceux qui connaissent. Si vous voulez faire des recherches sur le sujet, vous pouvez aussi rechercher à propos de Composable Applications ou Composable Commerce. Le terme est en train de buzzer en ce moment dans le e-commerce, notamment parce que le e-commerce c'est un secteur hyper compétitif et du coup on est souvent les early adopters de nouvelles innovations. Et donc ce terme est apparu il y a à peu près 2 ans. Dans des rapports sur des technologies émergentes, comme ici le rapport Gartner. Et ces rapports indiquent que les architectures composables apporteraient à ceux qui les utilisent de la résilience, de l'adaptabilité et une croissance de leur business. Mais comment ça marche? Et pour le comprendre, je vous propose de retourner dans le passé pour comprendre vraiment la naissance du composable. Et pour ça, il faut retourner jusqu'au début du web. Dans les années 90, un certain Tim Berners-Lee va créer le premier browser, ainsi que 3 standards qui sont toujours aujourd'hui les bases du web, HTML, URI et HTTP. Et c'est le début de la période monolithique. Globalement, on va construire des gros serveurs qui vont récupérer et renvoyer de la donnée à nos utilisateurs. Et ça marche plutôt bien. Le web atteint les 412 millions d'utilisateurs dans les années 2000. Et à partir de là, on va devoir s'adapter. On souhaite rendre notre code beaucoup plus modulaire, avoir des briques qu'on va pouvoir réutiliser. Donc c'est à partir de ce moment-là, donc il y a ceux qui vont continuer de faire des monolithes
avec des architectures 3 tiers. Et il y a ceux qui vont se mettre à créer des services. C'est l'avènement des services oriented architecture. Donc globalement, on a des différents services qui communiquent via un Enterprise Service Bus pour se partager de la donnée. Et donc ça pousse à la réutilisation et ça rend aussi les équipes un peu plus autonomes. Elles peuvent déployer leurs services indépendamment. C'est également l'avènement des services SaaS et des services open source. Donc, par exemple, dans les années 2000, on a Salesforce et Shopify qui se lancent sur le marché et SAP qui propose sa version web pour la toute première fois. Et côté open source, c'est le démarrage de plateformes e-commerce comme Magento ou de CMS comme WordPress. Le monde va alors se diviser en 2 catégories. Il y a ceux qui vont plutôt acheter ou utiliser des solutions toutes faites. On parle de buy, ou ceux qui vont construire et maintenir les solutions elles-mêmes. On parle de build. Et du coup, on parle de stratégie build versus buy. Puis en 2007, Steve Jobs présente une innovation qui va complètement changer notre façon de consommer le web, l'iPhone. À partir de là, le nombre de connexions va exploser. On atteint presque les 2 milliards d'utilisateurs sur Internet en 2010. Et donc les architectures web doivent s'adapter pour répondre à cette demande. C'est le boom des microservices. Globalement, les anciennes interfaces SUP avec du XML vont se transformer en API REST avec du JSON qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. On va exploser nos différents services et les rendre vraiment autonomes. C'est la fin des Enterprise Service Bus. Chaque microservice va être vraiment autonome avec sa propre base de données. On va faire du headless pour pouvoir supporter la multitude de devices, pour pouvoir fournir un contenu à la fois à un navigateur web sur un PC ou sur un téléphone. Puis le cloud et la containerisation vont décupler la scalabilité de nos applications avec AWS, Google Cloud, puis la containerisation avec Docker en 2013 et Kubernetes en 2014. Lorsqu'on assemble tous ces éléments, donc des microservices, API First, Cloud Native et Headless, on parle d'architecture Mac. Et donc c'est le combo de tous ces éléments apporte vraiment une très forte scalabilité, évolutivité à vos applications. Et c'est aussi ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Mais d'un autre côté, les SaaS et outils open source se sont aussi également fortement développés. Ces outils vont être beaucoup plus spécifiques et complètement intégrables via API. Du coup, on va pouvoir facilement les brancher comme nos microservices au sein de notre application. Donc, par exemple, si je veux mettre en place un système de recherche, je peux utiliser un SaaS comme Algolia. Et côté open source, c'est la même chose. Il y a des équivalents qui existent pour chaque besoin qu'on a. Donc, par exemple, pour faire de la recherche, je peux utiliser TypeSense. Et donc, c'est pareil, si je veux un CMS, je peux utiliser Contentful ou je peux utiliser Strapi. Et aujourd'hui, le marché de ces solutions est tellement gros que, quel que soit votre besoin, il y a de très fortes chances pour que vous puissiez trouver soit un SaaS, soit un outil open source qui réponde à votre besoin. Donc, je vous ai mis ici des exemples avec des disons parfois très spécifiques, comme par exemple, je veux construire un formulaire, je peux utiliser Typeform ou Survey.js. Puis, plus récemment, les solutions no-code, low-code se sont elles aussi très fortement développées. Elles permettent de mettre en place des applications sur le marché très rapidement,
en demandant très peu de code, et elles aussi fournissent des API qui nous permettent de les intégrer directement au sein de notre applicatif. Il y a toujours plus d'utilisateurs d'Internet, et en 2020, le Covid a bouleversé le monde. On rentre dans une période d'incertitude où les entreprises se doivent de réagir vite. Elles se doivent de proposer hyper rapidement de nouveaux services. Ne serait-ce que lorsque tout le monde est passé en télétravail, tous les services qui étaient sur site sont passés en ligne du jour au lendemain. Et pour répondre à ce besoin, les architectures web doivent également s'adapter, et on rentre alors dans l'ère du composable. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le composable, c'est lorsqu'on s'appuie sur toutes les précédentes innovations, que ce soit un mix de no-code, de SaaS, d'outils open source ou de microservices custom qu'on va pouvoir développer nous-mêmes et mettre dans le cloud pour construire notre architecture. Et ça a plein d'avantages. C'est un changement de paradigme. Avant, on parlait de stratégie buy or build. Aujourd'hui, c'est plutôt buy and build. On va pouvoir, pour construire notre architecture, choisir les solutions qui sont les plus adaptées à notre besoin, soit en utilisant des SaaS outils open source lorsqu'on a besoin d'aller très vite, ou construire des microservices custom ou des services, d'ailleurs, tout n'a pas à être très micro, pour construire nos applications. Et si les besoins de qualité ne sont pas hyper forts, par exemple sur la performance ou la scalabilité, on peut même passer par des solutions no-code pour accélérer encore plus la mise sur le marché des solutions qu'on propose. Donc, au cœur d'une architecture composable, il y a ce qu'on appelle des Package Business Capability. Donc, c'est un PBC, c'est un ensemble d'un ou plusieurs services qui vont répondre à un problème business spécifique. Ce Package Business Capability va également avoir des interfaces qui permettent d'interagir avec ces services, donc soit des véritables interfaces d'utilisateurs, une application web, une application mobile, soit des API ou des canaux événementiels. Et on assemble ces PBC pour construire un parc applicatif. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un e-commerce, je vais avoir un PBC pour construire ma gestion des catalogues. Je vais avoir un PBC pour la gestion du paiement. On va avoir la gestion des contenus d'un autre côté. On va avoir la gestion du panier et e-commerce d'un autre côté. On peut avoir un module de recherche. Et donc, tous ces modules vont être vraiment découplés pour pouvoir les interchanger rapidement, un peu comme des Lego. Et je vous propose de parler d'un cas concret. Donc Pace.com, donc c'est un de nos clients, donc c'est une start-up. Et l'architecture qu'ils ont mis en place représente plutôt bien l'esprit du composable. Donc Pace, c'est une marketplace qui revend des billets de course, de running, donc qui met en relation des organisateurs de courses et des acheteurs. Donc c'est une start-up, donc pour se lancer rapidement, ils ont construit leur plateforme e-commerce seulement avec du no-code. Donc vraiment un bubble avec du paiement avec Stripe, et ça leur permet d'avoir une plateforme hyper simple où ils proposent un catalogue de courses et on peut les acheter. Puis, le principal défi d'une marketplace, c'est d'acquérir des vendeurs. Du coup, ils ont rajouté une brique pour renforcer l'acquisition de nouvelles courses. Cette nouvelle brique, vu que c'est quelque chose de très back-office, ils l'ont également fait avec du no-code, du Bubble, quelques automatisations pour injecter les courses qui sont rajoutées dans le catalogue, mais également les injecter dans un CRM qui permet à leurs commerciaux d'aller rencontrer les organisateurs de courses, de les appeler et de leur proposer ces services. Puis, une fois qu'on a un certain nombre de courses, ils se sont dit maintenant on va vouloir améliorer l'expérience de nos clients.
Donc le no-code, c'est bien pour aller vite, mais ça a des limites en termes de performance, par exemple. Et du coup, si on souhaite proposer à des utilisateurs des expériences performantes, ça marche pas trop. Du coup, on a construit avec eux un front Next.js, du coup en React, hébergé dans le cloud. Et on utilise, par exemple, un système de recherche pour faire une recherche parmi tout le catalogue qui soit performante avec Algolia. Et pour toute la gestion e-commerce, plutôt que de la redévelopper nous-mêmes, on s'est dit on va utiliser un SaaS sur le marché et le brancher pour faire par exemple la gestion du panier. Et donc ça marche plutôt bien, jusqu'au jour où en fait, on se rend compte que la brique SaaS qu'on avait utilisée avait des problèmes. En fait, pendant un mois, cette brique SaaS a des fortes périodes de downtime. Genre, il y a un jour où elle est totalement tombée, mais elle a également des gros soucis de performance. On se rend compte que parfois, il y a des calls qui mettent 20 secondes à arriver. Et donc ça, c'est inacceptable pour fournir une bonne expérience à nos utilisateurs. Et donc, grâce à une bonne architecture composable, on a pu facilement remplacer cette brique e-commerce en 2 semaines de développement. Donc, on a pris une autre solution e-commerce sans changer notre front, avec vraiment 0 modification. On a uniquement changé les contraintes d'interface. Et en 2 semaines, on a une autre solution beaucoup plus performante et qui satisfait nos utilisateurs. Donc, le composable, on voit que ça a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est que ça permet d'augmenter votre vitesse de réaction, d'adaptation et d'innovation. Et donc ça, vraiment face à un futur incertain. Donc par exemple, si aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle explose et qu'on veut proposer un nouveau service avec de l'intelligence artificielle, on peut facilement créer un nouveau service et le plugger à notre architecture. Donc ça permet d'innover. On peut facilement réagir et s'adapter, c'est-à-dire si j'ai un problème avec une brique ou que je veux en mettre une nouvelle plus performante, je peux le faire à faible coût. Mais ça permet aussi d'améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Donc, pourquoi ? Parce que ces expériences vont être à la fois plus uniques et plus avancées. Je m'explique. Donc, sur l'aspect unique, imaginez vraiment que vous construisez votre produit un peu comme des Lego. Avec des Lego, il y a une infinité de combinaisons possibles. Et ça va vous permettre d'avoir une expérience qui est vraiment sur mesure, représentative de votre business. Et donc c'est par exemple les stratégies qu'adoptent des grands comme par exemple Nike qui vont proposer des expériences sur mesure à leurs utilisateurs avec des applications de running, de fitness qui vont pouvoir intégrer avec leur brique e-commerce. Ça permet vraiment aux entreprises de créer une plateforme de marque et de se différencier sur le marché. Ces expériences, elles vont aussi être plus avancées. On parle de stratégie best of the breed. C'est-à-dire que si je souhaite implémenter une fonctionnalité particulière, plutôt que de la redévelopper moi-même, je vais utiliser le meilleur outil disponible sur le marché. Et donc, ces outils sont vraiment spécialisés. Je vais pouvoir les récupérer sur étagère et bénéficier de toutes les années d'apprentissage que ces outils ont réalisé. Et enfin, on garde les avantages que l'on avait déjà avant avec les microservices. C'est-à-dire, avec une bonne implémentation, une meilleure qualité technique, notamment sur la modularité et la résilience de l'architecture. La résilience, donc c'est vraiment si j'ai un service qui est down, ça va pas être tout mon applicatif monolithique qui va être down, mais seulement ce microservice. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle de la graceful degradation, c'est-à-dire par exemple si le paiement marche pas sur mon e-commerce, ce qui serait très grave, mais j'aurai au moins le catalogue et l'utilisateur pourra continuer d'ajouter des produits au panier. Un exemple d'entreprise qui a bien
réussi une migration vers une architecture composable, c'est Lego. Et ça serait un comble s'il n'avait pas fait avec une architecture en Lego. Donc leur problématique, c'était qu'en 2017, ils ont lancé leur plus gros set à l'époque. Donc c'est un set Star Wars Falcon. Ils ont commencé à atteindre les 7 commandes par seconde. Et à partir de là, la plateforme a crashé. Et à chaque fois qu'ils lançaient ce nouveau set dans un nouveau pays, la plateforme crashait. Donc c'était une plateforme plutôt all-in-one monolithique. Et à l'époque, ils faisaient environ un déploiement par mois. À partir de là, ils se sont dit, OK, il est temps de changer. On va faire une architecture composable en utilisant des briques toutes faites parfois, en faisant du custom et en mettant tout dans le cloud. Et en 2021, ils se sont rendus compte qu'ils atteignaient sans problème les 35 commandes par seconde et réalisent aujourd'hui plusieurs déploiements par semaine. Et si vous voulez en savoir en plus, il y a un talk hyper intéressant sur le sujet. Donc beaucoup de bénéfices, mais également des risques. Pourquoi ? Parce que en composant, on peut vraiment créer un monstre. On peut aussi faire n'importe quoi et ne pas bénéficier de tous les avantages que j'ai cités précédemment. Donc, par exemple, si on fait une mauvaise implémentation, ça va totalement dégrader notre qualité technique. Imaginons que j'ai des services peu performants. Ces services vont être un vrai nœud, un point bloquant au sein de l'application et tous les autres, et la qualité de tous les autres services va être impactée. Et une mauvaise qualité technique va directement dégrader l'expérience utilisateur. Encore une fois, prenons l'exemple de la performance. C'est un site peu performant va être hyper frustrant pour vos utilisateurs. Et un site avec des bugs va l'être encore plus. Et enfin, si, avec une architecture découplée, avec une mauvaise implémentation, on peut totalement perdre la promesse d'agilité et d'ajout de valeur rapide. Donc si, par exemple, on couple nos différents services, on ne peut plus du tout facilement les interchanger ou rajouter de nouvelles fonctionnalités au sein d'un service. Donc comment réussir son implémentation ? La première étape est de bien s'équiper. Donc pour ça, choisissez bien vos outils. Et pour bien choisir ces outils, il y a de nombreuses questions à se poser. Donc voici les principales. Donc la première question, c'est quelle va être ma stratégie build versus buy. Pour cela, il faut directement regarder quels vont être les coûts. Et les coûts, c'est très large. Ce qu'il faut regarder, c'est le TCO, le Total Cost of Ownership, qui est une formule, globalement, qui va de calculer les coûts initiaux, mais également tous les coûts qui en découleront derrière, les coûts de licence qui peuvent être récurrents, les coûts de maintenance, les coûts d'hébergement, ou même les gains que vous pourrez faire à la revente. Et souvent, on se rend compte que passer par des solutions SaaS, c'est beaucoup plus rentable au début. Quand on a une solution qui scale peu. Mais par contre, ces solutions SaaS, elles vont commencer à devenir plutôt chères à partir du moment où vous scalez. C'est d'ailleurs ce sur quoi elles misent. Elles mettent des prix très attractifs au début pour vous attirer. Et après, une fois que vous scalez, vous payez très cher. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir s'en détacher plus tard. Et un autre élément très important pour choisir ces outils, c'est vraiment le niveau de customisation qui va être requis. Parce que souvent, quand on passe par des solutions SaaS, problème technique. Ok. C'est bon, on n'a plus rien touché.
Donc souvent, quand on passe par des solutions SaaS, on peut pas les modifier. Et du coup, si on a vraiment des besoins spécifiques, c'est impossible. La deuxième question qu'on va chercher à se poser, c'est comment éviter à tout prix le vendor locking. Et pour ça, donc, il faut bien se renseigner, regarder si les solutions qu'on souhaite utiliser possèdent bien toutes les API qu'on va pouvoir utiliser pour interagir avec. Est-ce que, en bonus, est-ce que ces solutions proposent également des systèmes événementiels pour pouvoir se brancher et récupérer la donnée en temps réel. Et une autre question qu'on peut se poser sur ces solutions SaaS, c'est sont-elles utilisables partiellement? Prenons l'exemple d'une solution e-commerce. Une bonne solution composable est une solution où on pourrait utiliser uniquement, par exemple, la gestion du catalogue et qu'on peut utiliser sans utiliser, par exemple, toutes les autres fonctionnalités. Enfin, vérifiez bien la qualité technique. C'était l'erreur qu'on avait faite dans l'exemple que je vous montrais précédemment sur Pace. On n'avait pas assez vérifié la performance des API et du coup, un outil avec des problèmes de qualité technique va impacter directement la qualité de toute votre application. Et la qualité, c'est très large. Donc il y a la performance, il y a la stabilité, il y a la consommation de ressources. Donc sur la stabilité, il y a vraiment est-ce que l'application répond fonctionnellement, est résiliente, n'apporte pas de bugs. Vous pouvez regarder, il y a des plateformes qui fournissent l'historique des uptime pour vérifier si ces plateformes sont stables dans la durée. Et enfin, point également à prendre en compte, c'est la sécurité. Donc vérifier la fréquence de mise à jour des outils que vous utilisez. Et enfin, ne sous-estimez pas la difficulté de monter en compétence d'une équipe sur la stack finale. Une histoire d'un projet qui s'est mal passé, c'est qu'on a choisi un outil open source back qui était basé sur du Nest.js, donc du Node.js, et on faisait également du front en très classique, en Next.js cette fois-ci. Et donc on s'est dit, ok, pas de souci, on aura des devs full JS et l'équipe cliente va arriver à délivrer sans souci. Mais en fait, l'équipe cliente avait uniquement des développeurs front et faire du front, c'est pas exactement la même chose que faire du back. Et pendant 3 semaines, l'équipe n'a pas réussi à délivrer de features et on a dû faire marche arrière et changer de solution. Ensuite, apprenez et respectez les principaux principes d'architecture. Comme je le montrais précédemment, les architectures composables ne sont que l'évolution des précédents types d'architecture. Donc les principes des architectures précédentes sont toujours valables aujourd'hui. Et je vous propose de parcourir certains de ces principes au travers de grands ouvrages qui sont sortis sur les vingtaines d'années précédentes. Et commençons par le DDD, Domain Driven Design. Le DDD nous enseigne comment comment comprendre mieux le métier pour le transposer au niveau applicatif. Et donc ça, en utilisant un langage commun. Et le DDD nous enseigne également comment découper nos différents systèmes en bounded context et éviter absolument le couplage grâce à des anti-corruption layers. Et ce dernier apprentissage est hyper important. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est le couplage. Parce que du couplage, c'est vraiment ce qui va casser la promesse d'interchangeabilité de vos applications. Pour une histoire, c'est un grand acteur retail de la grande distribution nous a contactés. Ils voulaient changer leur solution, leur back e-commerce. Mais en fait, il se trouve qu'ils avaient totalement couplé
l'ensemble de leur front avec leur solution e-commerce. Et du coup, au lieu de le faire facilement, ça donnait un chantier de plus de 6 mois. Donc c'est à tout prix ce qu'il faut éviter. Et donc il faut penser à le faire, même dans des... Donc il faut penser à le faire, même dans des applications front, créer des anti-corruption layers, même dans du front. C'est ce que font... C'est ce qui est souvent oublié côté front, on le fait bien côté back, mais il faut bien créer ces layers pour découler les fronts du back. Et lorsque vous le faites bien, du coup, vous pouvez. C'est par exemple ce qu'on avait fait sur l'exemple Pace avec la marketplace, et ça se passe super bien derrière. Un autre enseignement des précédentes architectures qu'on peut garder, ce sont les enseignements des architectures microservices. Par exemple, dans ce livre, Building Microservices, on apprend comment faire en sorte que les microservices communiquent bien, soit avec des architectures API ou des architectures event-driven. On apprend également à bien gérer la donnée au sein de ces services. Avec, par exemple, un principe important, c'est ne pas avoir plusieurs services pour une seule base de données. Là encore, récemment, on a audité un acteur du tourisme qui utilisait la même base de données directement via plusieurs services. Donc ça crée un véritable problème de responsabilité. Au final, chaque service, tous les services sont responsables de la donnée. Donc on casse totalement le principe de single responsibility. Et ça crée encore une fois du couplage. Donc par exemple, pour cet acteur, lorsqu'ils voulaient rajouter de nouvelles fonctionnalités, donc ils avaient un service legacy, et ils ont commencé à créer de nouveaux services autour, mais toujours en utilisant la même base de données. Et du coup, à chaque fois qu'ils voulaient rajouter des fonctionnalités sur les nouveaux services, ils étaient obligés de redévelopper ces fonctionnalités dans l'ancien service. Donc, respecter ces principes et encore une fois, éviter le couplage. On apprend également dans ce livre comment bien gérer les erreurs. Sur un système distribué, la gestion des erreurs devient plus complexe. Pourquoi ? Parce que le système est tout simplement distribué. C'est-à-dire que si j'ai une erreur qui apparaît dans un service A, je ne sais pas directement d'où vient cette erreur. Si ça se trouve, elle a été causée par le service que ce service A a appelé, un service B, ou alors, si ça se trouve, ça a été causé par un service C qui était lui-même également appelé par le service B. Et donc la réponse à ça, c'est la mise en place d'un système d'observabilité distribuée, donc fait du distributed request tracing, qui vous permet d'avoir, dans vos logs, on génère un identifiant unique qu'on va parcourir et transmettre sur tous nos microservices, et ça va vraiment vous sauver la vie lorsque vous voudrez débugger vos services. Un autre point important sur la gestion des erreurs, c'est que parfois on n'a pas la main sur des services. Par exemple, si j'utilise un SaaS, je ne peux pas aller mettre des logs ou passer mon identifiant de tracing sur ce SaaS. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va également bien monitorer, bien loguer les outputs et les calls vers ces services. Et donc bien monitorer leurs réponses. Et donc ça vous permettra d'avoir ensuite des beaux dashboards pour vous indiquer quels sont les services externes en erreur. Et même si ces services en erreur le sont trop souvent, avoir des véritables arguments pour pousser d'autres équipes à corriger leurs problèmes. Un autre enseignement qu'on peut tirer sur, par exemple, les clean architectures ou les architectures en oignon ou architecture hexagonale. D'ailleurs, il me semble qu'il y a quelques talks sur le sujet, un cet après-midi et un autre jour. Donc, je vous invite très fortement à aller les voir. Donc, ces architectures nous apprennent à mieux architecturer nos services. Tout ça en séparant les différentes couches, des couches infrastructure, des couches plutôt business, avec les couches applications et domaines. Et on retrouve
dans ces architectures les concepts de port and adapter qui permettent, encore une fois, d'éviter d'apporter du couplage sur nos applications. Donc c'est vraiment les adapteurs qui vont être les interfaces vers vos différents services, que ce soit les services input de vos par exemple de vos utilisateurs ou vos bases de données ou autres services. Donc vous l'avez sûrement remarqué, mais la clé d'une architecture composable réussie, c'est de ne mettre très peu de couplage. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Ça fait rajouter clairement du dev, ça peut être verbeux, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous sauver le jour où il y a un aléa ou que vous voulez rajouter une nouvelle fonctionnalité. Ensuite, une fois qu'on a bien choisi nos outils, une fois qu'on est OK sur les bonnes architectures techniques, il faut une bonne planification et une bonne organisation. Sur la planification, l'itération est la clé, parce qu'une architecture composable va se construire progressivement. Ça ne sert à rien, et même ça serait contre-productif, de se dire dès le début, je vais utiliser une vingtaine d'applications différentes pour construire mon site. Commencer même par un monolithe si besoin, et décomposez-le petit à petit. N'ayez pas peur de tester, parce que justement le composable, ça va l'encourager, ça va le permettre. Vous pouvez facilement rajouter de nouveaux services. Et si vous vous plantez, vous pourrez également aussi, grâce au composable, facilement jeter et remplacer ce service. Concernant l'organisation, une architecture composable peut rajouter de la complexité. Parce que du coup, ayant plusieurs services, si ces services sont gérés par plusieurs équipes, ça peut rajouter des dépendances et freiner la productivité. Donc je vous invite à apprendre des principes de structure d'équipe. Il y a un excellent livre sur les team topologies, et une de mes principales recommandations serait de créer des équipes verticales, c'est-à-dire alignées sur un besoin business et pas alignées sur une technologie ou un service. Donc créer vraiment des équipes mixtes qui vont permettre vraiment des feature teams qui vont pouvoir tacler ces fonctionnalités. Et il est aussi hyper important de mettre en place des gouvernances efficaces pour synchroniser toutes les différentes équipes une fois que vous en avez plusieurs. Encore une fois, pour arriver à lever toutes les dépendances à temps. Et ce n'est que le début du composable. Comme je le disais en début de talk, nous sommes vraiment au tout début de la vague. Les géants, plutôt all-in-one, commencent à s'y mettre. Par exemple, en janvier 2003, il y a Shopify qui a lancé Shopify Component, qui permet d'utiliser des briques Shopify de manière composable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux utiliser uniquement une gestion de catalogue sans utiliser le reste, je peux. Et je serai facturé d'ailleurs uniquement pour l'utilisation du catalogue. D'autres gros, comme par exemple Salesforce, ont lancé l'année dernière un Composable Storefront qui permet de se brancher à différents services de manière composable. Et on commence à apercevoir de nouvelles technologies qui permettent de faciliter la composition. Donc aujourd'hui, une composition, c'est quelque chose de plutôt manuel. Donc c'est à nous, en tant que développeurs, de créer nos différentes interfaces et de faire les raccordements, les branchements. Aujourd'hui, ces branchements se font le plus souvent au niveau des fronts. Et donc il y a des solutions, des services de composition qui sont apparus au niveau des fronts. On parle de DXCP, de Digital Experience Composition Platform, qui permettent en no-code de se brancher à soit des services tiers, soit des services que vous avez développés nous-mêmes en se branchant. Mais il n'y a pas encore de solutions qui permettent de brancher des services
back directement entre eux, même si il y a des boîtes qui se lancent là-dedans. Il y a par exemple une boîte qui permet de faire la composition en partant d'un pool et on peut facilement drag and drop rajouter des nœuds Kubernetes et même faire les branchements en drag and drop. Et donc c'est vraiment l'évolution qui permettra aux composables de percer et d'accélérer encore plus les branchements entre tous ces services. Donc pour conclure, les architectures web évoluent vraiment au fil des années. Il n'y a rien de complètement nouveau. Le composable, ce n'est que l'évolution des architectures microservices, qui est l'évolution des services SOA, qui est l'évolution des architectures monolithiques. Donc les architectures composables, ça apporte vraiment de la résilience face aux aléas de la vie d'un projet, mais ça va également vous permettre d'aller vite, d'améliorer l'expérience de vos clients et d'améliorer la qualité technique. Mais comme on l'a vu, il y a un certain nombre de concepts architecturaux à bien connaître, sinon on peut vite faire des erreurs et plutôt composer un monstre qui marchera plutôt mal. Et enfin, ce n'est que le début. Les architectures composables vont continuer de se développer durant les prochaines années et avec de nouvelles technologies qui vont nous permettre de faciliter encore plus la composabilité. J'ai hâte de voir ce qui va en venir et merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Du coup, c'était par rapport à l'architecture du premier client dont tu as parlé, où on avait plein de briques, effectivement, sur ton schéma, sauf qu'elles étaient toutes reliées à la même brique qui était l'application back que vous avez fait, et l'application Next.js que vous avez fait. Et du coup, si ça tombe, ou si c'est bien là-dedans que s'il y a des problèmes de qualité de code, où ça va vraiment tout dégrader dans votre application. Donc sur l'exemple avec l'architecture Pace, c'est ça ? Ouais. Donc si le front tombe, vu que c'est le front, en effet, il n'y a qu'un seul front. Du coup, ouais. En effet, vu qu'on a une architecture avec un seul front, on ne fait pas, par exemple, du micro front-end. Si ce front-là tombe, en effet, il n'y a plus de site. Mais du coup, il peut y avoir des solutions. Et donc, par exemple, les micro front-end en sont une. Juste une question, c'est plus sur l'aspect la composabilité avec des solutions SaaS, ça amène des questions sur les aspects légaux. Et voilà, c'est comment vous abordez justement cet enjeu du légal, notamment sur l'hébergement de la data, qui est un vrai sujet aujourd'hui avec tout ce qui est RGPD et notification européenne sur le sujet. Et comment vous abordez ce sujet-là, sachant que le coût et la performance entrent en jeu et qu'une grosse partie des solutions SaaS efficaces ne sont pas forcément hébergées en Europe. Très bonne question. C'est l'un des principales pains avec une architecture composable. C'est qu'en effet, la donnée est dispersée et on n'a pas non plus tout le temps la main sur l'hébergement de la donnée, surtout si on choisit un hébergement SaaS. Ce qu'on peut faire face à ça, c'est au maximum, par exemple, s'il y a des enjeux d'hébergement de données en Europe ou en France, choisir des solutions du coup qui vont être en Europe ou en France. Mais comme tu l'as dit, en effet, ces solutions seront peut-être moins performantes qu'une solution qui existe déjà depuis longtemps sur le marché aux États-Unis. Après, il y a d'autres solutions. Par exemple, une autre solution, ça serait d'utiliser des solutions open source. Aujourd'hui,
pour quasiment tous les services SaaS qui existent, il y a des équivalents open source. Il y a des équivalents open source qu'on peut du coup héberger nous-mêmes sur notre infrastructure et du coup on a plus ces problèmes d'hébergement de données. Donc les différentes solutions qu'on propose en général à nos clients, c'est si les enjeux de performance, scalabilité et surtout la solution qu'on recherche n'existe pas en France et qu'on veut à tout prix une solution par exemple des États-Unis, c'est aux clients d'accepter le trade-off et de potentiellement perdre sur la réglementation. Mais sinon, après, on a des alternatives. Les alternatives, donc, c'est soit utiliser des SaaS français, soit utiliser des outils open source qu'on va héberger nous-mêmes. Moi, je voulais juste savoir ce que tu avais utilisé comme logiciel pour faire tes schémas d'architecture. On me pose souvent la question. Ah, ils étaient plutôt classe. C'est Cloudcraft. Oui, concernant les PCB dont vous avez parlé au début, donc on parle d'API d'event, ça c'est pas un souci pour ce qui est de l'intégration. Par contre, au niveau des user interface, pour tout ce qui est aspect, interaction entre les différentes user interfaces, c'est peut-être moins évident. Comment ça se passe pour l'intégration, pour les faire fonctionner ensemble? Donc la question. Dire par là, si on passe d'un service, je sais pas moi, de facturation à un service de paiement, etc., on va assez rapidement se retrouver avec des interfaces qui sont totalement différentes au niveau des couleurs, au niveau de l'aspect, au niveau de l'UX. Et c'est là où j'ai un petit peu de mal à avoir cette interaction. Comment vous faites la colle entre les deux, en fait, au final, entre deux, en passage d'interface? J'ai mal compris la question. En fait, mon voisin me parle de composition CSS, oui, pourquoi pas, mais il y a quand même des... Pas dans le... D'accord. Donc, je parlais de l'interaction entre les différentes interfaces, c'est-à-dire qu'on a quelquefois sur les PCB, sur le premier schéma, l'un des premiers schémas, c'est juste les interactions que je vois moins évidentes, en fait. Autant les API, c'est assez simple de les faire fonctionner ensemble, les events, etc. Mais les user interface, pour avoir vu des interfaces vraiment totalement différentes au niveau de l'UX, c'est-à-dire qu'on passe d'un service à un autre, ça peut être déroutant pour l'utilisateur au final. Alors, on va pas trop essayer de composer des interfaces très très différentes. C'est important d'avoir. Ou alors, en fait, ce qu'on va composer, c'est une interface qui va composer plusieurs services derrière. Ou alors, si on fait du micro-front-end, c'est important que tous ces front-end aient la même charte graphique, utilisent les mêmes librairies de composants graphiques. Mais on ne cherche pas à composer plusieurs interfaces directement. Et lorsqu'on utilise des outils, d'ailleurs, ces outils, c'est important qu'ils soient... ou même quand on utilise des SaaS, c'est hyper important que ces outils soient API first pour pouvoir les utiliser uniquement via API et construire nous-mêmes des fronts, utiliser ces SaaS en headless et construire des interfaces cohérentes. Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, je serais ravi d'en discuter avec vous après. Avec plaisir. Merci. Merci.